Deux invités aujourd'hui dans le 64 minutes. D'abord Olivier Servet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes anthropologue et historien, professeur à l'UCL, c'est l'Université catholique de Louvain. Vous êtes, j'ai lu, l'un des meilleurs spécialistes des mondes virtuels. Et puis en face de vous, Vincent Berry, vous donnez cours à l'Université Paris-Nord, Paris 13. Et vous êtes, vous, sociologue du jeu, des joueurs, des loisirs numériques et des communautés virtuelles. J'espère que je vous ai bien qualifiés tous les deux. Alors aujourd'hui, les jeux vidéo sont accusés de tous les maux, hein, incitation à la violence, à l'agressivité, au sexisme, voire à la pornographie. Il favoriserait le décrochage scolaire, fabriquerait des individus asociaux, coupés du monde, quasi des autistes. Alors pour lancer le débat, je vais vous citer cette déclaration de la nouvelle présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui dit « Il y a un fléau en Île-de-France, c'est le décrochage scolaire. Et à la racine de ce fléau, il y a la drogue, l'alcool et les jeux vidéo. » Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'elle a raison? Moi, j'aime beaucoup prendre les travaux d'un collègue californien qui, travaillant sur l'émergence des jeux vidéo contemporains, a comparé la naissance du télégraphe aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et durant cette période, il a regardé la presse et il s'est rendu compte, en regardant la presse, que les réactions, la rhétorique, la syntaxe utilisée étaient pratiquement la même que celle qu'on utilise aujourd'hui pour les jeux vidéo. Alors, loin de moi de dire qu'il n'y a rien, mais toute nouveauté génère des peurs et manifestement, en tout cas, c'est le même type de rhétorique qu'on voit réémerger souvent avec des nouveaux médias. Alors à un siècle près... C'est quand même très souvent les jeux vidéo, en tout cas ceux qu'on imagine les plus vendus, ce sont des jeux qui mettent en avant des formes de violence, de guerre. C'est plus que ça, le jeu vidéo ? Alors, en fait, c'est effectivement plus que ça, et c'est devenu un phénomène massif et dont on ne soupçonne pas la diversité. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui fait aussi qu'il y a une réaction parfois sur les discours politiques, un peu d'exaspération, parfois, ou de crispation, en se disant, mais au fond, le jeu vidéo, c'est pas que ça. Et puis, quand bien même ce serait ça, en fait, c'est des univers beaucoup plus complexes que ce qu'on peut en penser en regardant une cinématique. En même temps, on va regarder un extrait de Call of Duty, qui est un des jeux vidéo probablement qui s'est plus vendu ces dernières années. On va le regarder, puis on en parle tout de suite après. Bon, alors là, on n'a pas choisi l'extrait le plus violent, mais voilà, c'est quand même des stéréotypes. Ça fait partie du jeu vidéo, quand même. Ouais, ça fait partie du jeu vidéo, mais il faut bien voir que ça fait partie de l'histoire du jeu. C'est-à-dire que toute l'histoire du jeu, c'est d'abord du jeu guerrier, c'est énormément de jeux guerriers, et qu'au fond, le jeu vidéo en propose des nouvelles versions, des nouvelles modalités d'expérience, et que, je vais peut-être rappeler une banalité, mais de ne pas oublier que c'est du jeu. C'est-à-dire qu'au fond, on joue avec des fictions, des formes de narration qui sont préexistantes au jeu vidéo, et le jeu vidéo, on propose des nouvelles versions. À un certain niveau, on peut se dire pas grand-chose de neuf sous le soleil du jeu. Avec peut-être le réalisme et de la représentation qui est peut-être plus abouti, mais globalement, quand certains enfants décapitaient leurs soldats de plomb ou autres, on était dans des violences qui étaient, en tout cas symboliquement, presque aussi fortes. Il n'y a pas un phénomène addictif par l'image ? Addictif, j'aime déjà pas le mot parce que ça a été transposé d'autres types de... Oui, on peut dire une drogue, alors on va dire... Voilà, en tout cas une dépendance. C'est pas une dépendance, le jeu vidéo, ça peut l'être ? Ça peut l'être. À partir du moment où un loisir exclusif devient très important et prend toute la place, il faut se poser un certain nombre de questions. Mais je pense que ça dépend du rapport au jeu. Il y a autant de joueurs avec des rapports au jeu différents qu'on a de joueurs pratiquement. Donc il y a une très très grande diversité. Un exemple type, et on n'en parle pas souvent, les femmes jouent maintenant de plus en plus. J'allais vous poser la question, qui joue aux jeux vidéo ? Ce sont surtout des jeunes, j'imagine, plus des hommes que des femmes, plutôt des urbains, des... Dans les pays francophones qui concernent cette chaîne, tout le monde. Tout le monde. Alors effectivement, chez les jeunes, c'est beaucoup plus important, mais globalement, aujourd'hui, on est rattrapé à tous les niveaux. Une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui aux manettes de nos sociétés, ce sont les quarantenaires, et ces quarantenaires, ils ont été socialisés, les premiers, dans les années 80, par les jeux vidéo. Alors aujourd'hui, c'est des jeux vidéo en ligne, c'est autre chose, mais ce passage-là, il est important. Alors est-ce qu'on arrive à une légitimation pour cela ? Peut-être. Quand vous dites que ce sont des jeux vidéo en ligne, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose ?
des jeux vidéo en ligne? En quoi c'est différent? Parce que ça multiplie la taille de l'expérience finalement, du groupe d'amis de quartier, et on peut continuer en ligne à jouer avec le groupe d'amis ou de quartier, mais on peut aussi jouer avec le monde. Même si on est limité par la langue, limité par une série de dimensions culturelles qui demeurent. La communauté francophone, par exemple, de joueurs est très importante, mais on dit bien francophone, pas française, pas suisse, pas belge, pas québécoise, parce qu'on joue ensemble par la langue. Alors, vous le disiez, il y a énormément de types de jeux vidéo. On appelle jeux, mais en fait, c'est plus que des jeux. Oui, ça en concerne un peu tous les... Ouais, là où ça fait culture aujourd'hui le jeu vidéo, c'est que c'est comme de dire le livre en fait ou le cinéma. En fait, on a une diversité de produits et plus le jeu vidéo se développe, en fait, plus on se rend compte d'une diversité de genres, de publics. Donc effectivement, vous montrez Call of Duty, de voir que à côté de Call of Duty, parmi les grosses ventes, c'est aussi Mario, des jeux de plateforme aux thématiques un peu plus enfantines, on pourrait dire, même si c'est pas que les enfants qui y jouent. C'est des jeux de danse. Donc au fond, le jeu vidéo se construit sous forme de genre, de sous-genres et en fait un espace d'innovation assez important. On va regarder un extrait des Sims, qui est un jeu peut-être, en tout cas nettement moins violent et beaucoup plus créatif, où les gens peuvent se créer une nouvelle identité. On va regarder un extrait. Ah, Windenburg. It's the perfect place to make new friends and explore new activities for your Sims to enjoy in the Sims 4 Get-Together. Here at the cafe, you'll find the upper crusts. A club full of foodies, enjoying a croissant and sipping freshly brewed espresso. Inside this new venue, a skilled barista is always ready to take an order. Bring your Sims to the Bath de Rill, Windenburg's public. Alors c'est en anglais parce que fatalement j'allais vous poser la question. D'ailleurs, qui fabrique ces jeux vidéo? C'est essentiellement des Américains? Alors sur les plus gros éditeurs, il y a énormément d'Américains. Enfin sur ceux qu'on connaît, les Français sont présents. Je crois qu'il y a au moins deux éditeurs importants dans les 10 premiers. Ouais. Après, ce qu'on connaît moins, c'est quand même, enfin, qui est très important, c'est évidemment l'industrie japonaise, l'industrie asiatique en général, coréenne, chinoise, qui monte en puissance aujourd'hui. Et par exemple, les Sims qu'on vient de voir, ça représente quoi? Ça, c'est des jeux beaucoup plus éducatifs, j'allais presque dire. On dit jeu de simulation ou de modélisation de vie, en fait. Et donc, ça permet de vivre plusieurs vies autrement, différemment. Ouais. Alors, pour les spécialistes que vous êtes tous les deux, quels sont les aspects positifs des jeux vidéo? En quoi les parents qui voient leurs enfants jouer sur des jeux vidéo devraient, disons, se rassurer en leur disant, voilà, ça leur fait aussi du bien? Moi, je suis partie de ceux qui disent on peut trouver des valeurs éducatives en fait aux jeux vidéo ou des formes d'apprentissage. Moi, j'ai travaillé là-dessus sur World of Warcraft. Mais à un certain niveau, pas plus que d'autres formes d'activité. Ce qui est intéressant, au fond, c'est l'engagement dans une activité de loisir. Ça peut être du jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, on lui trouve certains effets sur la coordination, sur la représentation spatiale. Il y a toute littérature. Alors, j'ai lu que ça a aidé le développement de l'intelligence visuelle. Ça pouvait aider à gérer plusieurs tâches en même temps, gérer des émotions, favoriser le travail en équipe, relever des défis. Quand on voit ça, on se dit, il faut qu'on s'y mette tout de suite. Oui, mais je pense qu'il y a un peu un mythe aussi derrière. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que ça développe des compétences, mais à un certain niveau, je vais rappeler quelque chose, mais faire quelque chose intensément plutôt que rien, ça développe toujours des compétences. Donc, en fait, ce qu'on arrive à repérer, c'est les compétences que mobilise le jeu vidéo. Ce qui est plus problématique et plus complexe d'un point de vue éducatif, c'est la transférabilité. C'est-à-dire, vous pouvez être très bon. C'est-à-dire, vous pouvez développer des compétences, je sais pas, on pourrait imaginer en histoire, en jouant à des jeux historiques, mais après, mobiliser ces connaissances historiques dans une situation scolaire, c'est très différent. Donc, le jeu vidéo, comme beaucoup de loisirs, à un certain niveau, j'ai une collègue qui travaille sur le tricot, tricoter, c'est apprendre une certaine motricité fine. La transférabilité, elle est toujours complexe. Ouais. Alors, il y a toute la dimension de l'imaginaire. Je pense aussi, là, travailler l'imaginaire, et je pense aux plus jeunes où on s'inquiète, mais je pense aussi le travail de l'imaginaire, il est fondamental dans nos sociétés. Alors, vous qui suivez le jeu vidéo, j'imagine que vous vous intéressez au sujet depuis les années 70, où ça a commencé. Comment est-ce que vous imaginez l'évolution du jeu vidéo? On parle beaucoup de la dimension virtuelle, maintenant en 3D. Quelle est votre vision, j'allais dire, du jeu vidéo à l'avenir? La vision à l'avenir, elle est complexe. Je crois que la multiplication des supports ces dernières années, où on n'est plus uniquement derrière soit sa console, soit son PC, mais sur smartphone, voire sur multi-tablettes, donc multiplateformes, c'est une vraie transformation. Et puis la connectabilité qui s'améliore de manière très importante avec le 4G, voire le 5G, etc. Ça veut dire que c'est un média qui est disponible partout. Et ça change quand même radicalement la donne. Je me souviens d'une photo que j'ai prise dans le métro
métro de Paris, où j'avais 3 générations, une adolescente, manifestement une jeune mère et une retraitée qui étaient tous les 3 en train de jouer, chacune sur un support différent, à un jeu vidéo. Ouais. Et vous, comment vous voyez l'évolution du jeu ou des jeux vidéo? Parce qu'il faudrait plutôt le mettre au pluriel. Effectivement, tout à fait d'accord avec Olivier. Ce qui est très probable, c'est que les casques, en fait, l'innovation à venir, c'est la réalité virtuelle, les casques de VR. Mais c'est pas certain. Enfin, on peut imaginer, quand on fait un peu d'histoire du jeu vidéo, même d'histoire des techniques, ça se trouve, ce sera pas maintenant. C'est-à-dire, parce que l'idée du casque virtuel, ça fait quand même des années qu'ils travaillent. Il y a eu plein d'essais avant. Et c'est comme les smartphones, au fond. Il y a eu des choses avant. Et tout d'un coup, ça a pris. Et il y a un standard qui s'est imposé. Donc peut-être que c'est maintenant, mais on peut imaginer que ça va être dans 20 ans, 30 ans. On a même parlé de combinaisons sensorielles qui sont expérimentées pour l'instant dans la Silicon Valley, mais difficile de trouver des subventions. En tout cas, j'ai lu que c'était devenu la première industrie du divertissement dans le monde. Ça dépend des chiffres, mais globalement, c'est une des premières industries du divertissement. Au même niveau que le cinéma ou la musique, ça représente 100 milliards d'euros, j'ai vu par an. Enfin, c'est peut-être des chiffres qui sont aléatoires. Après, effectivement, ça fait partie des premières. Après, ça dépend ce qu'on rentre dans le chiffre d'affaires du cinéma, par exemple. Donc c'est vraiment devenu un phénomène de société. Merci d'être venu en parler sur notre plateau, Olivier Servet et Vincent Berry. Merci à tous les deux.